un fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là Toto qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné, devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme est conscience qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Pedro, toujours fidèle au poste, Bernard, et puis nous recevons Pierre Martial. Alors Pierre Martial vient d'arriver, il s'installe, je vais lui laisser le temps de s'installer. Et pour changer un peu, on va commencer par les annonces qu'on fait d'habitude en fin d'émission, comme ça te permettra. Voilà, bonjour, bonjour Bernard et bonjour à toutes et tous. Alors, on va commencer par justement le film de Pedro Fidalgo qui va être diffusé demain au Festival d'Angoulême. Et alors je regarde, le film donc sera diffusé le vendredi 18 mars à 18h au CRG. Alors je crois que ça doit être un centre où il y a la bande dessinée d'Angoulême. Dans le cadre du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, la projection du film sera suivie d'un débat avec le réalisateur du film, avec Dominique Grange et avec Tardy. Alors je vous conseille ce film, il est excellent, on en a déjà parlé dans notre journal et on va en reparler. Mais maintenant j'accueille quand même Pierre Martial. Alors, Pierre Martial, merci d'être venu jusqu'ici. C'est toujours un grand plaisir de retrouver mes amis de l'Union pacifiste. On s'est déjà vu d'ailleurs dans cette émission il y a quelques années. Oui. Et puis, nous allons surtout parler aujourd'hui de la Birmanie et puis des gens qui résistent en Birmanie. Il y en a qui résistent en Ukraine, mais eux aussi résistent en Birmanie. Tout à fait. Et donc, on avait fait d'ailleurs une émission en avril 2021, à la suite du coup d'État militaire du 1er février 2021, sur la Birmanie, dans notre émission Civis Pacem. On avait déjà parlé un peu de ce que tu avais publié
sur ton blog, mais aujourd'hui on va parler plus particulièrement de ton livre « À trois doigts de la liberté » qui est sorti, parce que ce livre, je viens de le terminer, il est excellent. Et puis, après avoir suivi le blog, je pensais que ce serait peut-être une reprise du blog, pas du tout. Il y a toute une réécriture très importante, et on va en reparler nettement dans cette émission. Bon, alors, Pierre-Martial, est-ce que j'ai encore besoin de te présenter, journaliste, écrivain, passionné de livres, ça on va en reparler bien sûr, surtout. Pacifiste. Et libertaire. Et libertaire, et peut-être même antimilitariste, on ne sait pas. Peut-être. Voilà, bon, alors, ce que j'aimerais, c'est que, on va reparler bien sûr de la Birmanie, c'est quand même le sujet principal bien de sûr. Cette émission, mais je voudrais qu'on parle un peu de tes livres aussi, parce que c'est à travers les livres que toi tu t'exprimes. J'avais lu surtout un livre qui est paru il y a déjà quelques années, Les Don Quichotte du livre. Alors là, c'était les livres autour du monde. Qu'est-ce que tu as mis dans ce livre, Les Don Quichotte du livre ? Alors, ma volonté, comme je suis un grand ami des livres et un défenseur de la lecture, c'était de faire un peu virtuellement une sorte de tour du monde pour voir des gens très différents dans des pays très différents, de catégories sociales et culturelles très différentes, qui défendent les livres dans le monde. Et j'ai pas été déçu du tout, parce que j'ai rencontré des gens absolument incroyables qui dans tous les pays du monde, et parfois même au péril de leur vie. Je pense par exemple à cet ami instituteur qui est en Afghanistan, dans les zones tribales et islamistes, qui interdisent l'éducation des petites filles. Lui avait pour seule arme son vélo, et puis une caisse de livres, et il distribuait ces livres en permanence un peu partout, dans les écoles, dans les zones un peu reculées, et comme je dis, vraiment au péril de sa vie, parce que quand on le découvrait, si on le découvrait, il était mort, quoi, hein. Et donc il a fait ça pendant des années et des années. C'est admirable, quoi. C'est admirable de voir à quel point des personnes seules, hein, il était seul, il n'avait pas beaucoup de moyens. La preuve, c'est qu'au début, il s'est dit comment je pourrais faire le tour de toutes ces écoles, de tous ces gens. Il s'est dit ça serait bien une sorte de voiture, quoi, un peu de Jeep. Les routes là-bas sont quand même très peu carrossables. Et il n'avait pas les moyens, donc il s'est dit pourquoi pas le faire à vélo. Et donc il a bricolé un vélo avec une caisse devant et derrière de livres, et peu à peu il a été connu un peu dans toutes ces zones-là où on l'attendait, on l'applaudissait, on l'accueillait, on venait autour de lui, parce qu'on savait qu'il allait donner des livres. Donc des livres, ça veut dire l'éducation, ça veut dire la réflexion, ça veut dire la culture, ça veut dire une ouverture que certains régimes, comme c'est celui là-bas en Afghanistan, empêchent globalement, et encore plus sur les enfants et sur les enfants de sexe féminin. Alors là, tu m'as parlé de l'Afghanistan, mais je vois que dans ce livre, c'est de Bogota à Bagdad, de Harlem à Tombouctou, de Sao Paulo au désert de Gobi, de Toronto à Java, de Rangoon à Alep. Bon, en somme, tu as parcouru le monde. Avec ces livres, est-ce que ça a autant d'importance que ça, le livre ? Moi, je l'ai toujours pensé, et j'en suis convaincu quand on voit cette ouverture d'esprit, de culture, et cet attachement qu'ont même des enfants. Voilà, par exemple, je pense aussi aux jeunes enfants mongols qui sont en Mongolie, qui sont dans des zones nomades. Là, c'est Djamba, effectivement, un autre de mes amis qui, lui, a voulu faire la même chose qu'en Afghanistan, mais en plein désert, et donc qui a, lui, a décidé de le faire avec un chameau. Avec un chameau, donc avec les moyens du bord, quoi, hein. Et il s'est mis à aller au contact de ces enfants, de ces tribus. Au début, évidemment, c'est l'étonnement. On dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Et peu à peu, les enfants sont émerveillés. C'est en ce sens où je dis que
le livre est un outil merveilleux parce que il ouvre sur des univers différents. Il ouvre le rêve, il grandit, il fait grandir, et il ouvre l'imagination, et ça à un niveau incroyable. Je vais reprendre une autre petite anecdote qui n'a rien à voir avec le monde entier, mais qui a eu lieu en France. Ça fait à peu près une trentaine d'années. Je distribuais des livres, je faisais des bibliothèques de rue dans les bidonvilles, avec l'association ATD Carmonde. Et c'était d'une émotion incroyable parce qu'on arrivait avec une vieille 4L à moitié déglinguée dans ces bidonvilles. Et là, les enfants nous attendaient. Et on déployait des couvertures par terre pour qu'ils puissent s'asseoir. Et nous, on s'asseyait devant et on commençait à lire. Au début, il y avait très peu de personnes, très peu d'enfants, et peu à peu, on venait tous les jeudis. Très peu à peu, les enfants sont venus, sont assis, les parents ont eu moins peur que nous, et voilà comment peu à peu on a ouvert des esprits et des univers, quoi, et on voyait de voir ces enfants les yeux complètement écarquillés écouter ces histoires et venir après nous demander des compléments, des relectures. C'est merveilleux quand on voit un enfant qui, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui n'avaient jamais vu la mer. La mer, pour eux, c'était quelque chose d'indescriptible, d'incompréhensible. Et avec les livres, ils ont compris, on leur a expliqué, on leur a laissé des livres aussi après. Et donc, voilà, oui, je suis vraiment convaincu que le livre est quelque chose à la fois de magique, d'essentiel et de merveilleux pour ouvrir les esprits, pour arriver au monde finalement universel, multiculturel dont nous rêvons. Alors, je crois que tu es pour le livre papier, tu es pas tellement pour le livre sur Internet. Alors, parce que tu défends le papier. C'est un vaste débat, mais c'est vrai que je suis très attaché au papier. C'est à la fois presque sensuel. J'adore toucher le papier, sentir le papier. C'est un support également qui reste. On a envie, un livre qu'on adore, on a envie de le garder dans sa bibliothèque. Voilà, je suis très attaché au livre papier. Et je pense pas que ça soit une question de génération, parce que je discute avec beaucoup de jeunes qui sont très attachés au livre papier également. Alors, à côté de ça, je ne nie pas l'importance de l'e-book et du livre virtuel ou numérique. Il a aussi ses avantages, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on me dit oui, mais moi, je peux partir en vacances avec 150 livres, que répondre à ça? Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus une mixité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui à la fois veulent des livres papier, peut-être parce qu'ils aiment beaucoup les garder, et puis également qui ont une bibliothèque numérique. Alors, il y a un autre livre qui s'appelle Le 5e livre, justement, qui est paru, alors il y a 2-3 ans, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Qui est La cavale d'un vieux libraire pour sauver ses livres. Alors là, c'est une fiction, mais qui est sans doute inspirée de faits réels. Tout à fait. Et avec plein d'humour. Plein d'humour dans ce livre qui se lit comme, alors je dis pas comme un polar parce que bon, mais ça pourrait être un polar. Certains l'ont qualifié de polar littéraire. Oui, enfin moi ça me dérange pas. C'est vrai. C'est encore un livre en hommage au livre. Puisque c'est l'histoire d'un libraire de Montmartre, passionné par les livres. Sa librairie, c'est sa vie, ses clients sont ses amis en réalité, et il lui arrive quelque chose de très dur du jour au lendemain. Je ne vais pas dévoiler il faut lire le livre. Hein. Il faut lire le livre. Il est à Publico d'ailleurs, enfin il est d'ailleurs bon un peu partout. Alors ça s'appelle le 5e livre. Le 50e livre. Le 50e. Tout augmente.
Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, on va le conseiller, Pierre. Et puis, avant d'arriver sur la Birmanie, on va quand même écouter une chanson de Fabel. Absolument. On va par exemple écouter la chanson qui s'appelle « Le monde est notre pays ». Magnifique. Ça nous permettra de voyager après. Magnifique chanson, magnifique chanson. Refuse un monde de guerre où les enfants pleurent la mort de leur mère. Refuse un monde en furie où les enfants crient quand tombe leur père. Alors crois-moi, ne renonce pas, rien n'est facile, mais tout est possible. Crois-moi, il y a urgence, trop de violence, d'indifférence. C'est ta vie, ne laisse pas les autres penser pour toi. N'attends pas, maintenant lève-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais que les mêmes larmes disent nos peines, que le même sang coule dans nos veines. Le monde est notre refuse la souffrance et l'intolérance, les vies explosées. Refuse les tons profanés et les barbelés et les vies brisées. Regarde, le monde est à l'heure de toutes les couleurs, de tous les ailleurs. Respect, chacun a ses droits, sa culture, sa foi, ses racines, ses lois. N'oublie jamais, jamais, jamais ça. Le racisme est une bête noire qui ensanglante l'histoire. N'oublie jamais, jamais, jamais ça. Y a pas de frontière à notre espoir. Le monde est notre Alors, nous sommes aujourd'hui sur Radio Libertaire, dans l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste, avec Pierre Martial. Et nous allons parler, après avoir parlé des livres, nous allons parler maintenant de la Birmanie. La Birmanie qui a connu, depuis 1962, toute une série de dictatures militaires. Alors là, si on peut dire qu'il y a un pays qui est militarisé, c'est bien la Birmanie depuis 1948. Donc. Et le 1er février 2021, la responsable Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l'armée et l'état d'urgence a été déclaré pour 1 an. Alors, peut-être plus même. Et là, Pierre Martial, toi, tu as commencé un blog jour par jour. Alors, comment ça s'est passé ? Toi, tu connais bien la Birmanie. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé à avoir tous ces amis en Birmanie qui t'ont envoyé au jour le jour des informations, des photos qu'on retrouvera même dans ton livre. Alors, l'histoire entre la Birmanie et moi est une longue histoire d'amitié, puisque il y a une dizaine d'années, j'avais créé une association que j'animais, qui avait pour but de défendre et de faire sortir Aung San Suu Kyi, qui était depuis des années et des années en résidence surveillée, prison, résidence surveillée, etc. Et notre but était ça. Et pendant plusieurs années, on s'est battu pour ça, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et elle a été libérée. Elle a été libérée et ensuite, il y a eu des élections.
Et elle a gagné ces élections avec son parti, un parti démocratique, la Ligue nationale pour la démocratie. Et donc on est parti sur une période de quelques années de démocratie apparente. C'est ça le problème, parce que ce qui est très particulier en Birmanie, c'est que l'armée a toujours tenu le pays. Donc c'est très intéressant de voir ça dans notre émission aussi. Spackham, elle a toujours tenu le pays, soit ouvertement, avec des juntes, soit en sous-main. Alors il faut peut-être préciser que c'est le père de Aung San Suu Kyi qui a été le leader de la libération, enfin de la décolonisation, si on peut dire, de la Birmanie. Tout à fait. On peut donc dire c'est déjà un général. Tout à fait. On peut dire que c'est le De Gaulle birman, à la limite, si on veut faire des raccourcis. Et parce que la Birmanie est un pays multiethnique, qui a des frontières un peu délicates sur la Chine, sur le Bangladesh, sur l'Inde. Bon, très montagneux, très divers, très dispersé. Et donc il y a besoin effectivement d'une union, d'une unité de tout ce peuple, et c'est ce que voulait faire le père d'Aung San Suu Kyi, c'était rassembler tout le monde dans une espèce d'unité. Évidemment, quand quelqu'un veut faire quelque chose comme ça en Birmanie, il est très vite assassiné, ce qui a été le cas du général Aung San, qui était, je dirais pas que c'était un pacifiste, loin de là, mais c'était bon, il avait cette idée-là universelle de servir le peuple et de servir une unité multiculturelle, multiethnique. Il a été assassiné par qui alors? Par un autre militaire? Voilà, par un autre militaire. Après, c'est très compliqué. Il y avait des concurrents, il y avait des opposants, et en tout cas, il dérangeait. Et donc, il a été assassiné d'une façon extrêmement violente. Lui et tout son gouvernement, toute son équipe ont tous été liquidés à bout portant. C'est un épisode tragique, et cet épisode-là, Aung San Suu Kyi avait 4 ans quand elle l'a vécu, quoi. Et bon, elle ne l'a jamais oublié. Elle a toujours quelque part voulu construire une Birmanie multiethnique, pacifiée, épanouie, démocratique. Ça a été son leitmotiv pendant des années. Et c'est sans doute aussi pour cette raison que l'armée l'a emprisonné en résidence surveillée pendant des années et des années. Exactement, parce que c'était quelqu'un qui est toujours de très dangereux pour les militaires, parce que elle a à la fois un charisme incroyable, elle est un exemple pour tout son peuple. Il y a évidemment quelques opposants ici ou là, c'est normal, chacun doit s'exprimer, mais elle représente vraiment un modèle et surtout une direction, c'est-à-dire cette Birmanie-là, multiethnique, apaisée, souriante, qui sortent aussi de la misère totale économique, ça il faut le savoir, c'est terrible. Et donc elle a toujours été très dangereuse pour ça. Très, très dangereuse. Et en plus, c'est une non-violente convaincue, ce qu'on aime rarement les militaires, on s'en doute. Et donc, voilà, elle était régulièrement arrêtée, emprisonnée. On a évité de l'assassiner, j'allais dire, parce qu'il y a justement, c'est quand même quelque part la fille du fondateur de la Birmanie. Et puis en Birmanie, il faut le savoir aussi, il y a beaucoup de croyances, de superstitions. Et même les généraux ils cèdent également, et assassiner Aung San Suu Kyi, c'est même pas imaginable pour eux. Mais par contre, évidemment, la broyer en permanence, l'emprisonner, la tenir en résidence, surveiller, oui. Donc, alors elle n'a pas pu d'ailleurs être présidente quand elle a été libérée, même si son parti a gagné les élections.
on lui a interdit pratiquement d'être présidente. Tout à fait. Et là, on arrive à quelque chose de très important, et je pense qui passionnera tous les auditeurs et les auditrices de notre émission, c'est de savoir, je vais faire simple, mais c'est quand même important de savoir que en Birmanie, l'armée tient totalement la Constitution. C'est l'armée qui a écrit la Constitution. Donc elle l'a écrit, on se doute bien, en faveur de qui ? En faveur d'elle. Donc il y a quelques points, mais qui sont énormes. Il y a un point qui fait qu'Aung San Suu Kyi ne pourra jamais être présidente. L'article a été fait pour elle. Elle n'est pas nommée à l'intérieur. Simplement, il a été fait pour elle. Bon. Et la deuxième chose qui est très importante, et là après on parlera justement du coup d'État, c'est que Aung San Suu Kyi et le Parti démocrate ont gagné les élections une première fois à 70% à peu près des voix. Et là, la deuxième fois, en novembre dernier, elle a gagné à plus de 80% des voix, 82% également des sièges. Bien. Or, dans la Constitution ne peut pas être réformée. C'est inimaginable. La Constitution écrite par les militaires ne peut pas être changée à condition, sauf si le vote dépasse les 80%. Donc, pour la première fois, en novembre 2021, on a dépassé ce nombre de voix. Ça voulait dire qu'à partir du 1er février, Aung San Suu Kyi et son gouvernement allaient pouvoir, et c'était leur but, refaire toute la Constitution, virer les militaires, les remettre simplement à leur place, quoi. Je veux dire, parce que là, en Birmanie, les militaires, par exemple, dirigent tout l'intérieur. Ils ont le ministre de l'Intérieur, ils ont le ministère des Frontières, ce qui est quand même énorme, et le ministère des Armées. Donc, ils tiennent le pays. Ils tiennent totalement le pays. Ils ont tous les ministères régaliens, donc ils tiennent complètement le pays. Et ce qui leur a permis de laisser faire pour le reste, en disant, bon, ma foi, voilà, débrouillez-vous pour l'économie, tout ça, mais nous, on tient. Or là, ils allaient être vraiment remis à leur place. Et ça, c'est pour ça, c'est pas assez souvent dit, c'est pour ça que le 1er février, à l'aube, les militaires ont décidé de faire un coup d'État, ont arrêté tout le gouvernement, ont arrêté Aung San Suu Kyi et ont pris le contrôle total du pays. C'est pour ça. Alors justement, on va peut-être écouter un chant birman maintenant, un chant de révolte, qui est devenu un chant de révolte ancien d'ailleurs, qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Kabar Ma Kia, qui était d'ailleurs un chant de révolte contre les Anglais et qui a été repris aujourd'hui par les opposants à l'armée et qu'on va entendre un petit peu donc pour se mettre dans l'ambiance de ceux qui luttent. Tout à fait. Tous les jours encore en Birmanie. Tout à fait.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Martial pour parler justement de la résistance en Birmanie, résistance contre le coup d'État des militaires. Alors, Pierre Martial, quand justement ce coup d'État a eu lieu, le 1er février 2021, donc l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an seulement, alors là, jour et nuit, tu as passé les jours et les nuits, tu dis dans un grenier, alors je ne sais pas où est ton grenier, mais enfin à l'écoute des messages de la résistance. Et tu dis, ayant depuis plusieurs années une relation d'amitié avec le peuple birman, j'ai été l'un des premiers à être informé de ce qui se passait là-bas et mes nombreux amis birmanes et birmans n'ont cessé de me faire parvenir depuis, jour après jour et nuit après nuit, des nouvelles de la résistance. Alors justement, comment tu as pu entretenir, c'était encore possible pendant cette période ? Alors, déjà, je disais tout à l'heure, j'ai une longue histoire d'amitié avec la Birmanie. Donc, j'ai beaucoup d'amis birmanes et birmans, dont beaucoup en France également. Toute la communauté birmane française. Et quand ce coup d'État est arrivé, même si on se disait que peut-être ça allait être faisable, possible, personne n'y croyait quand même vraiment. C'était une sorte de coup de massue. Coup de massue total sur tous les Birmans, sur tous les Français qui soutiennent les Birmans. Et puis on a vu tout de suite, donc évidemment on a scruté, on a écouté, qu'est-ce qui allait se passer, et on a vu cette résistance non violente qui se mettait en place immédiatement. Comme me le disait une Birmane, au début on savait pas quoi faire parce que tous les leaders, entre parenthèses, avaient tous été arrêtés, quoi. Les députés, tout le monde était arrêté, donc ils savaient pas quoi faire, comment faire. Et ils se sont mis spontanément en place dans les rues. Ils ont commencé ce fameux mouvement non violent de désobéissance civile. Et donc dans cette idée-là, immédiatement, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait pas qu'ils restent sur eux-mêmes, il fallait qu'ils en appellent au monde entier, il fallait qu'ils fassent circuler l'information dans le monde entier. C'est la première chose qu'ils nous ont dit, c'est la première chose qu'ils ont fait. Or, il faut voir que en les dernières années de pouvoir avec Aung San Suu Kyi, la population birmane c'est totalement développée numériquement, c'est totalement ouverte au monde, au niveau des chaînes de télé par satellite, au niveau des smartphones, au niveau des réseaux sociaux. Il faut savoir que deux Birmans sur 3, y compris au fin fond des montagnes, sont sur Facebook. Il faut le voir. Donc ils sont très réseaux sociaux. Ils avaient déjà plein de contacts dans le monde entier, et donc ça, immédiatement, ils ont compris qu'il fallait immédiatement s'ouvrir, en appeler au monde, faire circuler les informations, et puis en appeler à ceux qui le connaissaient, avec ceux qui étaient proches, comme moi, entre autres, c'est-à-dire, en leur disant, c'est très important, faites sortir l'information, faites-la circuler, criez avec nous, comme disait Aung San Suu Kyi, utilisez votre liberté pour défendre la nôtre. Et c'est ce que j'ai, dès le début, essayé de faire 2 jours après, parce que pendant les 2 premiers jours, on était complètement tétanisés, on ne savait pas quoi faire. Et puis après, les informations ont commencé à m'arriver. J'ai mis en place un réseau avec des Français, avec des Birmans. Et
tout s'est mis en place peu à peu. Leur réseau totalement informel, bien souvent délétère, à savoir une personne un jour, d'autres un autre jour. Enfin, ça tourne beaucoup. Il faut faire très attention également à la sécurité. Un certain nombre de journaux qui sont passés dans la clandestinité, mais qui ont continué à nous faire passer des informations. Donc, l'important, c'était ça, c'est de constituer une sorte de réseau multiforme, informel, qui n'est pas du tout organisé, on va dire, hein, mais qui nous permettent de briser le silence et de faire passer les informations en permanence. Donc, voilà, donc j'ai fait et continue à faire à ma place et selon mes moyens, comme je dis, ce tri, ces infos, ces recherches. Je vais prendre quelques titres de tes justement interventions. Je vois le 5 février, par exemple, Birmanie, tout un peuple entre en résistance contre le coup d'État de l'armée. Et puis alors là, après, il y a toutes les explications et ton commentaire. Et puis, un slogan qui va revenir, « À bas les dictatures, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient ». Donc là, c'est bien désigné. Ah oui, la position est tout de suite affirmée. Oui, la position est claire. Voilà. 8 février, urgent, dernière minute, Birmanie. Dès l'aube, ce lundi, et face au coup d'État militaire, contre-coup d'État non violent de tout un peuple. Des centaines de milliers de personnes prennent la rue. Débordées, les forces de police hésitent à intervenir. Certains policiers fraternisent avec le mouvement. Alors là, c'est aussi quand même quelque chose d'intéressant. Ah oui, c'est très très grande émotion parce que faut voir que les forces de police, même les militaires, mais beaucoup moins, mais les forces de police, elles font partie de la population quand même. Enfin, je parle pas des brigades spéciales, hein, mais bon, donc elles se sont retrouvées dans cette situation-là face à une population complète, quoi. C'est ça, c'était la population est descendue complètement. Il y avait dans toutes les villes, pas seulement dans les grandes villes, partout. Non, partout. Et donc, il y a 1 million de personnes qui ont déferlé, quoi. Donc, les policiers ne savaient pas comment faire, comment réagir. Et puis, on a beaucoup de photos comme ça où on voit les policiers dire « Non, mais attendez, on est juste là pour maintenir l'ordre. » Et puis certains, dès le début, un de mes articles aussi, qu'on a vu qui était très émouvant, des policiers rejoindre carrément, sortir de leur rang pour rejoindre la foule, quoi. Donc ce mouvement est exemplaire. Voilà, c'est pour ça que dès le début, moi, ça m'a, outre mon amour pour la Birmanie, mais en tant que non-violent, en tant que pacifiste, en tant que insoumis, en tant que personne qui rêve d'un autre monde, ce mouvement-là m'a semblé dès le début exemplaire. Et je me suis dit qu'il fallait absolument le faire savoir le plus largement possible, hein, avec nos moyens, mais le faire savoir. Il est exemplaire. Alors, le 4e jour, jour du coup d'État, un peuple tout entier sans armes et sans violence. Alors, effectivement, tu le soulignes sans arrêt, Pierre Martial. Et le 20e jour, par exemple, je vois, alors là, intéressant, manifestation à dos d'éléphants. Ah oui, ça... Alors là, il y a beaucoup d'éléphants, effectivement, en Birmanie, et voilà qu'on va sortir les éléphants, qui font quand même plusieurs tonnes, face à l'armée. Ils ne devaient pas emmener... Voilà, ça a été pendant longtemps, et encore maintenant, même si ça l'est un peu moins, mais cette inventivité des méthodes non violentes pour stopper l'armée, pour bloquer un coup d'État, pour entraver, pour résister, mais d'une façon qui ne soit pas avec les mêmes armes que l'armée, c'est-à-dire des armes sanguinaires, des armes létales, des armes de meurtre, etc. Et ça, il y a une inventivité incroyable, donc effectivement des éléphants qui protégeaient une manifestation. Alors après, on arrive au 49e jour. Le peuple birman tenait déjà chaque jour les villes et les villages de tout le pays face à la junte. Maintenant, il les tient aussi la nuit, alors des manifestations de nuit. Et puis des milliers, alors 60e jour, et puis j'arrive au 110e jour. La junte va interdire officiellement donc le parti de Aung San Suu Kyi, le parti démocrate. Tous ses membres et sympathisants deviennent des traîtres à la patrie, entre guillemets. Alors là, ça devient plus grave et seront poursuivis pour trahison. C'est-à-dire que petit à petit, quand même, l'armée, la répression s'intensifie. Alors, complètement,
il y a toute une partie de ce mouvement non violent qui est véritablement porté par le peuple tout entier. Et face à ça, l'armée, la dictature ne sait pas tellement comment réagir. Elle pensait ça plus simple. Elle a commencé à sortir les tanks. Voilà un exemple aussi magnifique, c'est qu'à la première semaine, à un moment donné, comme ils étaient débordés par la foule, ils ont sorti les tanks. Et ils ont placé les tanks un peu partout, dans Rangoon et ailleurs. Bon, étant persuadés que les gens allaient mourir de peur et se rendre, etc. Or, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont arrivés, ont entouré les tanks, et puis ont mis des autocollants pour la paix, contre la dictature, ont discuté avec les conducteurs à l'intérieur. Enfin, fantastique, quoi. Bon, il y a eu également très régulièrement des femmes qui distribuaient aux premières lignes des policiers ou des militaires qui distribuaient des fleurs en disant mais on est le peuple, vous êtes peut-être mon fils, mon cousin, mon neveu, vous n'allez pas tirer sur nous. Et ça a été très très fort pendant des mois et des mois. Alors justement, j'en arrive au 180e jour. Presque 6 mois après le début du coup d'État, la résistance ne lâche rien. Alors après, je ne sais pas combien de temps tu as continué le blog. Là, j'en suis à 180 jours, c'était déjà énorme. Et ce que tu soulignes beaucoup, c'est effectivement le rôle des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont été, avec les jeunes d'ailleurs aussi, les enfants, ont été en première ligne. Oui, je dirais qu'il y a vraiment parmi d'autres, mais il y a comme 2 forces principales. C'est les femmes. Parce qu'elles sont partout, quoi. Je veux dire, aussi bien en tête des manifestations que dans la logistique, dans le réconfort également, dans les soins, elles sont véritablement partout avec une détermination et un calme incroyable. Elles ne s'énervent pas, elles sont là, mais on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter. Elles sont inarrêtables. Et la deuxième force, c'est la jeunesse. Parce que ce que la dictature n'a pas compris, c'est que la Birmanie a changé d'époque. La Birmanie a un nombre, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais la jeunesse est omniprésente, quoi. C'est ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire celle qui est née dans les années 2000, autour des années 2000. Donc elle est ultra majoritaire dans le pays. Et ils n'ont jamais connu de dictature, ils ont connu les smartphones, ils ont connu l'ouverture au monde, ils ont connu les chaînes de télé, ils ont connu une liberté, quoi, sous Aung San Suu Kyi. Et donc, quand est arrivé ça, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, c'est pas possible, on retourne au Moyen-Âge, quoi. Je veux dire, on va nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, ils veulent changer. Et ils ont changé tous les programmes dans les écoles, les programmes scolaires, tout. Encadrer les gens, ce n'est pas possible, quoi. Des jeunes de 15 ans, 20 ans, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Rien que ça, déjà, à la base. Et je revois cette affiche qui a été qu'on a vu régulièrement, qui était stop à l'assassinat de notre avenir. Stop. Voilà. Avant ça, quoi. Je veux dire, vous nous assassinez. Nous, la jeunesse, vous nous assassinez, vous assassinez notre avenir, on va revenir en arrière, on va revenir là. Et rien que ça les a mis dans une dynamique incroyable. Tout ça, quand même, baigné dans, entre guillemets, cette idée de non-violence, qui est portée par Aung San Suu Kyi, qui est portée aussi par le bouddhisme, dont la Birmanie est quand même baignée, puisqu'il y a 80% à peu près de bouddhistes en Birmanie. Donc voilà les deux forces principales de la révolution, si je peux dire. Alors Pierre Martial, donc dans le livre qui vient de paraître cette fois, à 3 doigts de la liberté, il y a une présentation, Birmanie, l'incroyable résistance de tout un peuple face à la dictature. Alors, ce livre commence effectivement par une jeune fille qui fait comment on appelle ça, de la gymnastique dans la rue. Voilà, aérobic. Aérobic, voilà. Ah. Et alors, c'est une des premiers chapitres du livre, la surprise pour les gens qui étaient en train de la suivre.
Alors, tu dis que c'est presque comique. C'est presque un gag. Ça commence comme un gag. C'est ce que je dis. Le coup d'État est quand même dramatique. Commence La par un fille gag. au t-shirt fluo. La fille au t-shirt fluo. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une jeune femme qui avait l'habitude à Naypyidaw, qui est la capitale birmane, de venir faire ses exercices d'aérobic tous les matins. À un endroit, dans un square, où derrière, on voit l'immense boulevard qui mène à Naypyidaw. Donc, un lieu un peu central. Et donc, elle se mettait là parce que derrière, on voit ce grand autoroute quasiment, hein. Ça donne du champ, et puis elle est devant, donc elle pose sa caméra, et puis elle fait son aérobic, et donc c'est ceux qui la suivent, suivent, et puis font avec elle. Bon. Et donc, elle se met là, comme tous les matins, et elle commence à faire ses mouvements, son aérobic, etc. Et ce qu'elle voit pas, mais ce que tout le monde voit, c'est que derrière, pendant qu'elle voit pas, mais derrière elle, sur le long de ce boulevard, arrivent des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de camions militaires, c'est-à-dire qui vont prendre la ville et bloquer la ville. Et elle continue, elle ne voit pas ce qui se passe, et elle continue à faire son... Et donc, le monde entier apprend finalement le coup d'État. À la fois, c'est un gag et un gag terrible en même temps, quoi. Alors, il faut préciser que quand même dans cette ville qui a été construite par les militaires pour déplacer la capitale et en même temps pour la contrôler, puisque les députés qui étaient là-bas, qui devaient se rendre dans les salles de réunion, on venait les chercher en camion militaire. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que Aung San Suu Kyi et tous ses députés étaient sous la coupe des militaires, y compris lorsqu'ils exercer leur travail, disons. Tout à fait. Alors donc, c'est justement dans cette fameuse ville complètement qu'on a vu tout ça. Complètement, parce que Rangoon leur paraissait beaucoup trop plus difficile à contrôler, beaucoup plus difficile à cerner. Donc, ils ont construit une ville quasiment pleine de jungle. Ils ont construit cette ville pour pouvoir véritablement centraliser le pouvoir, se protéger également, puisqu'ils sont quand même plus loin des centres, des grands centres comme Rangoon. Et en même temps, ça leur permet d'encadrer complètement le pouvoir, donc Aung San Suu Kyi et tous les députés qui étaient à Naypyidaw. Et ce que j'avais remarqué aussi à Rangoon en 2006, lorsque j'y suis allé, et qu'on m'a fait remarquer, c'est que les militaires qui vivaient à Rangoon étaient dans une ville presque parallèle, à côté de Rangoon, avec son hôpital, son université, son école, sa maternité. Donc, ils vivaient en cercle fermé complètement, les militaires. Ils n'avaient pas de contact avec la population. Non, aucun contact. Ça fait partie de l'idée un peu paranoïaque des armées et des juntes militaires successives. C'est vraiment de couper les militaires du peuple et de leur donner des avantages qui, effectivement, permettent de les coincer en même temps, hein, et puis de les flatter, et puis de les privilégier, quoi. Et ça, c'est global. C'est-à-dire que c'est les familles complètes. C'est pas que les militaires. C'est-à-dire, ils prennent complètement les familles complètes, les familles, les enfants, etc., tous les militaires sont véritablement coupés complètement de la population, totalement coupés. Et évidemment, ils sont largement endoctrinés en permanence. Alors, dans ce livre qui est fait par des chapitres assez courts, assez dynamiques, avec des explications précises quand même, des informations parallèles, mais avec même des références à des... Alors là, tout à coup, parmi ceux qui n'ont pas peur et qui réveillent, disons, le peuple, il y a cette vieille dame à la casserole, avec sa casserole. Alors la casserole, c'est beaucoup utilisé dans les manifestations, hein, oui. En Amérique latine aussi. Oui, on en a vu beaucoup. Bon, mais alors là, ça se passe comment, cette dame? Elle sort toute seule? Elle commence à sortir, c'est vraiment les premiers jours. Et le deuxième jour, ils savent pas quoi faire. Tout le monde se cache, se terre. Et puis, il y a quand même les militaires qui patrouillent et tout ça. On sait pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. Et cette dame très âgée sort et puis commence à taper sur une casserole, parce qu'il y a une sorte de mythe en Birmanie, c'est que taper sur des casseroles, faire du bruit, c'est chasser les démons. Et donc du coup, dans sa tête,
en sortant, elle s'en moque. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Elle s'en moque. Elle commence à taper. Et du coup, effectivement, beaucoup de personnes commencent également aussi à taper, à se dire finalement c'est notre seule façon de nous exprimer, de dire on est contre, on est là, vous n'allez pas nous tuer parce qu'on tape sur des casseroles, quoi. Et puis évidemment tout le monde là-bas a les smartphones, donc du coup on appelle les copains à Népidé, on les appelle à Bagan, on les appelle un peu partout, et tout le monde s'est mis à taper sur des casseroles. Et c'est quelque chose de... quand on entend ça, on s'en remet pas, quoi. Je veux dire, c'est un truc incroyable de sentir toute une population comme ça qui tape sur des casseroles, qui fait un bruit pas possible pour montrer qu'elle est contre. Et que faire contre des gens qui tapent contre des casseroles, quoi. Je veux dire, les militaires, patrouillaient, suivaient, mais que faire? Et ça encore, c'est des exemples, il y en a mille autres, mais de cette résistance non violente. Je dis pas qu'il y a que ça. Après, il y a maintenant une guérilla. Oui, on va en reparler de tout ça. D'accord. Mais je crois que Pierre Martial, dans ton livre, donc, dont je rappelle le titre, à 3 doigts de la liberté. Alors 3 doigts aussi, il faut le préciser. Oui. Parce que justement, il y a la photo sur la couverture du livre où toutes ces personnes lancent leurs 3 doigts. Alors c'est pas n'importe lesquels de doigts. Non, c'est les 3 doigts du milieu, et puis le pouce se met sur l'annuaire. Ça veut dire que le grand protège le petit, et tous les autres sont debout pour se révolter. Et donc c'est devenu le signe de la résistance birmane, le signe de reconnaissance. Signe qu'on a vu aussi dans d'autres pays, comme à Hong Kong, on l'a vu à partir. Certains m'ont même dit, et c'est vrai, c'est pas faux, que c'est aussi le signe historique des scouts. Ah oui. En tout cas, c'est devenu vraiment, les 3 doigts sont devenus en Birmanie le signe de la résistance. Alors, tu signales dans ton livre, Pierre Martial, que les premiers à descendre publiquement dans la rue sont les étudiants en médecine et les soignants. Alors, on a vu ça souvent, d'ailleurs on l'a vu beaucoup aussi au Chili. Au Chili, Allende, qui était médecin, avec McGuinty, qui était médecin, ce sont les étudiants en médecine qui ont souvent fait tomber certaines dictatures. Donc, ils sont les premiers à sortir. C'est intéressant de savoir qu'ils ont donné un peu l'exemple aussi. Tout à fait. Les premiers, ils étaient à Mandalay, et ils sont véritablement pareils, avec un courage inouï, quoi. Je veux dire, ils sont sortis carrément devant l'hôpital, et ils se sont mis des petits rubans qui montraient qu'ils étaient contre. C'était un courage énorme à un moment donné où on savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire, on savait pas du tout si l'armée n'allait pas tuer tous ceux qui s'opposaient. Donc ça a été énorme. Je crois que c'est un sentiment de la vie, quoi. C'est peut-être le personnel soignant est peut-être celui qui est le plus proche de la vie et de la mort, quoi. Et qui a la plus grande sentiment de l'importance de la vie, quoi. Et que de mettre en jeu la vie, la mort, quoi. Pourquoi? Pour le pouvoir, c'est pas possible, quoi. C'est odieux. On doit, en tant qu'être humain, se lever de toutes les façons, mais on doit se lever pour dénoncer la folie humaine, quoi. La folie humaine, quoi. Sortir, on doit sortir. Je pense que c'est les premiers à le montrer, qu'on doit sortir de l'homme des cavernes, mais aussi de l'homme des casernes. Je veux dire, on doit être dans un autre monde, quoi. On doit qu'on débatte, qu'on échange, c'est normal, je veux dire, mais pas ça, quoi, pas imposer des pouvoirs par les armes, par la mort, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Alors justement, tous ces manifestants birmans, ils mettent carrément au point une stratégie de la désobéissance. C'est vraiment la désobéissance qui est prônée, et puis la non-violence. Alors, on peut penser des fois que les non-violents, ça peut être un peu naïf, qu'ils ne vont pas y arriver, mais il y a quand même des stratégies dans la non-violence. Et là, ils font preuve, et tu en parles bien dans le livre, Pierre Martial, tu en parles bien justement de cette stratégie de la non-violence. Le premier mouvement qu'ils ont monté, c'est le mouvement de désobéissance civile, officiellement, le CDM. En anglais, birman. Donc ce mouvement-là, ça a été le premier fer de lance de la révolte et de l'opposition. Ils ont demandé, ils ont appelé à la grève générale.
Donc il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fonctionnaires, de travailleurs de tous les niveaux, les trains, l'éducation. C'est des centaines de milliers de personnes, pour pas dire des millions de personnes, qui ont arrêté le travail. Y compris dans les banques, y compris partout, y compris dans les centres des impôts, y compris partout. C'est quelque chose de colossal, quoi. Simplement, les gens disent non. Voilà, non, quoi. Je veux dire, on va pas travailler parce que non, parce que voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu quand même depuis très longtemps, quoi, hein, qui est énorme. Il y a ce côté aussi, aller parler aux forces de sécurité, aux polices, aller parler, ce côté non-violence aussi, c'est-à-dire on discute, on est humain, on peut parler ensemble. Après, a été mis en place le refus de payer les impôts, le refus de payer les factures d'électricité. Une chose aussi énorme, une arme non violente mais colossale, le boycott. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée, outre la folie légale qu'elle détient en Birmanie, il faut dire que c'est un empire financier. Oui, c'est un empire financier dont les plus gros, dont le dictateur, je veux dire, ont les poches très largement pleines, se font de l'argent sur la dictature, sur leur pouvoir, sur l'armée. Bon. On ne peut pas parler d'une armée, même ceux qui voudraient dire oui, une armée ça peut être intègre, là-bas non, vraiment pas, quoi. C'est une armée de pourris, hein. Bon. Donc là, cette armée-là remplit ses poches, est quasiment autonome financièrement, d'où pour arroser les militaires, pour les tenir en ordre. Elle a un empire économique. Et cet empire économique, par exemple, entre 100 autres produits, c'est la bière. La Myanmar bière. Bon, la Myanmar bière, c'est ce que tout le monde boit en Birmanie. Tout le monde, il y a 80 ou 90% de la population, quand il prend une bière, elle boit la Myanmar bière. Quand on achète la Myanmar bière, on finance quelque part l'armée, donc la junte. Donc, il y a une mise en place de boycott très net de ces produits-là, dont la bière, la Myanmar bière. Certains diront oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, et bien, un an après, la Myanmar bière, elle a fait faillite. Elle a fait faillite, la Myanmar bière. Donc, il faut voir ce travail colossal, cette stratégie énorme, finalement, qu'on peut mettre avec le boycott, la grève, avec l'effet de résistance. C'est un mouvement puissant. Évidemment, il faut qu'il soit organisé, il faut qu'il soit courageux. Hein, c'est pas forcément facile. Il faut qu'il soit surtout massif. Il faut qu'il soit collectif. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que la non-violence ne peut se mettre en place que parce que c'est un peuple complet qui se met en place. La violence à 10, on peut poser une bombe, on peut tuer quelqu'un, c'est pas la représentativité d'un peuple, mais pourtant ça va faire du bruit. La non-violence, non, il faut être des milliers, des centaines de milliers, des millions pour aller dans le même sens. Et c'est ce qu'a montré le peuple birman, et c'est ce qui est exemplaire. Alors je voudrais qu'on écoute, on va faire une petite pause musicale avec Fabel encore, parce que les Birmans, en plus, ils ont de l'humour. C'est-à-dire qu'ils savent se moquer, ils savent détourner les moments les plus tragiques. Et justement, il y a Fabel qui chante Zarganar, donc sa troupe survit à Mandalay encore, mais seul. À l'époque où j'y suis allé, seuls les étrangers pouvaient assister à leur spectacle. Bon, on va peut-être écouter donc cette chanson de Fabel, Zarganar. Je vais vous raconter une histoire, celle du comique Zarganar. En prison à Rangoon, privé de tous ses droits, il sera libre en 2033. Qu'est-ce que j'ai fait, demande l'artiste. On n'aime pas les humoristes. On le met au cou, on lui donne des coups. Est-ce que c'est un fou, un voyou? Rions de bouche à oreille, car tous les dictateurs veillent. Ils les Chaplin, ça les mine, ça les spleen.
le comique nous faisait rire, son histoire nous fait frémir. Maintenant il croupit au fond d'une cellule, c'est le sort des funambules. Dans certains pays lointains, faire rire est un danger certain. Dans ces pays, l'humour fait peur aux tyrans au pouvoir. Voilà l'histoire de Zargana. Rions de bouche à oreille, car tous les dictateurs veillent. Ils détestent les Chaplin, ça les mine, ça les spleen. Le rire les déprime. Rions de bouche à oreille, car tous les dictateurs veillent. Ils détestent les Chaplin, ça les mine, ça les spleen. Le rire les déprime. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Martial, journaliste, écrivain, amoureux des livres, antimilitariste, enfin j'en oublie. Bon, et nous parlons surtout aujourd'hui de son livre « À trois doigts de la liberté », Birmanie, l'incroyable résistance de tout un peuple face à la dictature. Alors, on a vu comment, justement, ce peuple birman lutte contre la junte militaire et qui est toujours en place encore aujourd'hui, un an après le coup d'État. Et justement, cette résistance qui a été essentiellement non violente, est-ce qu'elle est tentée aujourd'hui par la lutte armée ? Alors, disons que l'intelligence, je crois, de ce mouvement, c'est effectivement de ne pas se cantonner dans une forme précise de résistance, c'est-à-dire qu'elle est multiforme. Et aujourd'hui, elle est à la fois non violente et armée. Il y a effectivement un gouvernement clandestin parallèle qui s'est mis en place, qui sont en fin de compte les ministres et une partie de ceux qui avaient été élus pour le pouvoir et qui ont été arrêtés. Certains ont pu s'échapper et donc ils ont constitué un gouvernement parallèle clandestin qui s'appelle le NUG. Et donc ce gouvernement travaille comme s'il était à la tête du pays et donc il fait le pays, il construit le pays de demain, le vrai pays en fin de compte dont les Birmans ont été spoliés. Et donc il lui paraissait important qu'à un moment donné il est aussi à construire des forces d'autodéfense. Et donc il a appelé à la construction de ces groupes de guérilla qui sont chargés, qu'on appelle les PDF, qui sont le futur noyau d'une nouvelle armée éventuellement démocratique et qui sont chargés de défendre la population et de contre-attaquer les attaques des militaires de la junte. Donc on a une résistance qui est multiforme et c'est ça qui est intéressant. Chaque jour encore, et ça c'est énorme, chaque jour, il y a des manifestations dans toute la Birmanie. Donc il y a des jeunes, essentiellement des jeunes, je veux dire, qui risquent leur vie chaque matin en faisant des manifestations ouvertes avec des banderoles. C'est des manifestations express, c'est-à-dire évidemment ça va pas durer tranquillement 1 heure parce qu'il faut qu'ils déjouent la police, parce que si jamais la police arrive peut-être ou l'armée peut-être, il y en a qui vont mourir et qui vont être tués.
Mais c'est important pour la visibilité à la fois de la population, que la population sache qu'il y a encore des gens dans la rue, mais aussi international. D'où ce rôle modeste, à ma place et selon mes moyens, mais important, je veux dire, de répercuter toutes ces informations en permanence pour dire la résistance est toujours là, elle est dans la rue. Donc à la fois tous les matins, il y a ça. Les nuits, il y a beaucoup de manifestations aussi de nuit qui continuent. Et à côté de ça, il y a des attaques armées, des contre-attaques armées, un peu partout dans des villages qui sont attaqués, en particulier par les soldats de la junte, où arrivent les guerrieros pour défendre, pour essayer de sortir les gens des otages. Donc c'est une... Et puis continue évidemment tout ce mouvement de désobéissance civile qui est très important, puisque on ne paye plus les impôts, on n'achète plus les produits de la junte, on continue les boycotts et toutes les interventions possibles. Il y a ce fameux mouvement aussi qui est très marquant, qui s'appelle la grève du silence. Et cette grève du silence a été faite déjà 3 fois et elle est toujours aussi poignante. C'est-à-dire que à un moment donné, à un jour donné, l'ensemble du pays ne sort plus de chez lui et reste dans le silence le plus complet. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, qui est quasi inimaginable, surtout. Beaucoup de personnes connaissent Rangoon, hein, le bruit, un silence total, absolu, pas une voiture, rien, personne, que les militaires qui patrouillent. Ça, c'est l'ensemble d'un pays qui dit non d'une façon non violente, mais d'une façon massive. Voilà pour moi ce qu'est un modèle de résistance, et c'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment l'observer. On doit en prendre à la fois exemple et soin. Nous libertaires, nous pacifistes, nous antimilitaristes, nous révolutionnaires au sens large, c'est un mouvement qu'il faut vraiment voir de près et qui pourrait faire des petits, et qui devrait faire des petits ici, là ou ailleurs. Alors Pierre Martial, là je crois que tu l'as bien défendu, cette résistance birmane, mais il faut dire aussi que quand il y a eu le coup d'État, la communauté internationale s'est un peu émue, pas beaucoup. On sait que la Birmanie est soutenue par la Chine, mais il y a eu des sanctions. Est-ce que ces sanctions ont été efficaces ? Alors, c'est plutôt les sanctions, j'ai l'impression, de l'intérieur du peuple qui sont efficaces. Alors, les sanctions de l'intérieur du peuple sont très efficaces et puis très significatives. Naturellement, après, on rentre dans les méandres, je dirais, de la géopolitique. Parce qu'il y avait Total, il y avait tous ces gens-là. Total, c'est une bonne chose. Total est parti. Il y a beaucoup de grandes entreprises multinationales qui sont parties. C'était pas plus possible qu'elle reste. Il y avait quand même une pression des ONG. C'était pas possible. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis au niveau des sanctions internationales, bien sûr, c'est toujours quelque chose de bien. Après, beaucoup de personnes, et surtout au niveau des Birmans, attendez plus, quoi. Oui. Attendez plus. Je revois ça aussi, c'est poignant. Je revois ce jeune devant l'ambassade, les premiers jours, devant l'ambassade américaine, qui était évidemment hyper calfeutrée, mais qui a une caméra face à son entrée. Et ce jeune était là, et il y avait plein avec eux, et il avait comme ça des papiers, et il leur parlait, quoi. Il leur parlait, enfin, et il leur parlait, c'était intervenez, quoi. Et vraiment, toute une partie de la jeunesse a cru. Et ça, c'est très poignant, parce que nous, on savait bien que non. A cru qu'ils appelaient US Army, quoi. Help US Army. Vous savez très bien que non, Help US Army... non, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc voilà. Je dirais que les instances internationales font ce qu'elles peuvent. Il y a sûrement beaucoup de discussions de couloir, comme on appelle dans l'ONU. Voilà. Tout est bien, tout est bien, tout est bon, quelque part, mais... c'est pas ça qui est déterminant, en tout cas pas pour le moment. En tout cas, toi tu fais un travail énorme parce que tu suis le blog, tu continues à te renseigner, tu interviens chaque fois que c'est nécessaire, et ton livre maintenant donc à 3 doigts de la liberté, tu penses, et tu l'as écrit, que ça va être une caisse de résonance pour briser le silence. C'était ça le but de ce livre. C'est l'idée. Et que maintenant,
il s'agit de le diffuser au maximum. Comment on va faire ? C'est ça. Parce que c'est toi qui t'en occupes aussi de tout ça. Oui, mais c'est très bien parti. Puis il y a quand même un collectif autour de moi, avec moi, quoi. Hein. Et donc, il faut voir que le livre n'est pas une aventure personnelle. Le livre a été lancé avec une opération de crowdfunding et il y a près de 200 personnes qui ont pré-acheté le livre. Donc déjà, il y a eu une partie de livre qui a directement été souhaitée, voulue, et puis d'autres qui ont été achetés par des groupes collectifs, des groupes militants qui le rediffusent. On a fait aussi des envois, j'ai fait aussi beaucoup d'envois gratuits, évidemment, pour au niveau des élus, au niveau d'influenceurs, au niveau de toute personne qui pourrait intervenir au niveau des gouvernements, au niveau de partout, pour de la presse évidemment, pour informer. Voilà, informer. C'est ça l'idée de la caisse de résonance. Et est-ce que tu as eu quelques retours déjà par rapport à ce livre ? Est-ce que tu as l'impression que les informations, parce que bon, il faut dire qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, tout est écrasé, ça se passe en Europe, ça se passe pas en Asie, donc bon, c'est vrai que la Birmanie, on en parle moins, mais il faut quand même ne pas oublier les Birmans, qui justement, tu voudrais montrer aussi que c'est presque un exemple de plus d'un an après qu'on puisse continuer à faire des manifestations, du boycott, etc. Enfin, je veux dire, c'est très important. Complètement. C'est un de mes derniers billets sur Facebook, c'était « N'oublions personne ». Ukraine, Birmanie, n'oublions personne. Et je reprenais un peu ça. Je pense que non, il faut vraiment oublier personne. Et je suis très ému d'ailleurs de voir que, par exemple, en Birmanie, il y a des manifestations qui ont, à l'intérieur, ils ont des banderoles de soutien au peuple ukrainien. Donc oui, c'est très. Donc c'est bien cette idée finalement d'internationalisation, de faire circuler les informations et évidemment pas les oublier, quoi. Même si à certains moments, une actualité chasse l'autre. Non, l'idée c'est de continuer à faire circuler l'information, quoi. Alors, bon, il faut dire que le livre aussi, on peut te le commander, je crois. On peut s'adresser à pierremartial.com. Tout à fait. Il est aussi à Publico, il est aussi disponible à la commande, dans un certain nombre de librairies. Enfin, il est distribué justement pour qu'il puisse toucher ceux qui veulent s'informer, quoi. Donc ça, alors, ce qui est justement très intéressant, parce que non seulement on s'informe sur l'actualité, mais il y a aussi toutes ces notes qui sont très importantes, qui refont l'historique. Ouais. Parce que pour des gens qui ne connaissent pas bien tout ce qui se passe en Birmanie, qui n'ont pas eu la chance de rencontrer les Birmanes et les Birmans, je crois que c'est très important. Bon, écoute, je te remercie, Pierre Martial, d'être venu nous parler non seulement de la Birmanie, mais aussi de ton livre. Et puis on va peut-être terminer encore avec une chanson de Fabel, parce que ces chansons... je vois une chanson, la dernière, que j'avais enregistrée, qui s'appelle « Un peu de tendresse ». Et ce sera peut-être bon après tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On va peut-être terminer là-dessus. Fabel, « Un peu de tendresse ». Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es un peu triste. Il y a des nuages au fond de tes yeux. Tu te sens toute seule sur la piste d'un monde cruel, peu généreux. Tu me racontes tes rêves, tes envies, tes jardins secrets, tu te confies. Moi qui te connais depuis longtemps, je sais ce que tu désires vraiment. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes
un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Même si parfois c'est difficile de croire en un avenir serein, ne reste pas seul dans ta coquille à te lamenter, à ronger ton frein. Reviens parmi nous, accepte et souris. Espère le meilleur pour demain. Si tu fais confiance à la vie, alors tu connaîtras, c'est certain, un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Oublie les prêcheurs, les poseurs, tous ces rabat-joie, beaux parleurs. Laisse-toi porter par le vent de l'évidence de sentiments. Toi que la vie a souvent blessé, toi que les autres ont ignoré, toi qui vis ta vie en retrait, reçois et prends à volonté un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Un peu de tendresse, un peu de tendresse, un peu